À tous, bienvenue, mesdames, messieurs. Des élections générales anticipées en 2020 ou en 2021. Des 18 recommandations issues du dialogue politique initié par Patrice Talon, elles constituent sans doute celle la plus sujette à débat actuellement. Le principe acquis et approuvé du grand nombre, les probables modalités d'appréciation font plutôt frémir et poussent nombre d'acteurs politiques à être sur le qui-vive. Certains politiques seraient, dit-on, en train d'œuvrer à ouvrir la boîte de Pandore, préjudiciable à une stabilité sociale déjà très mal en point. Des spéculations donc, mesdames, messieurs, qui vont bon train. Appel à des élections générales au Bénin, potentiel facteur de stabilité ou autre vecteur de tension politique. Le débat, c'est tout de suite et maintenant, déjà sur ce plateau, à notre compagnie, Félicien Fagnon, journaliste, il est analyste. Il a accepté donc de nous accompagner. Félicien Fagnon, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs. Il vous répond à leur façon et merci donc pour la disponibilité. C'est moi. En face de lui, Marcel Zoumenou, journaliste analyste, il est l'assistant du DP de la Nouvelle Tribune, le quotidien béninois d'information, d'analyse et d'investigation. Marcel Zoumenou, bonjour. Bonjour Joël. Et merci pour la disponibilité. C'est moi. Les rideaux sont tombés sur les grandes rencontres, comme on les appelle, le dialogue politique, pour faire plutôt simple. À la clé, des recommandations. Des recommandations issues donc, du dialogue politique des 10, 11 et 12 octobre dernier. Qu'adviendrait-il? Grosse interrogation partagée par plus de Béninois. Si le regard sont pour l'heure tournés vers l'exécutif et son chef, qui récemment d'ailleurs en conseil des ministres ont annoncé les couleurs, les points inscrits au registre des recommandations alimentent déjà les débats au niveau des arènes politiques et dans la masse populaire. Entre autres points en discussion, l'idée des élections générales annoncé. Félicien Fagnon, vous avez sans doute suivi l'élection générale. Ils étaient nombreux, les formations politiques, mais comme c'est la loi du grand nombre, comme on dit, c'est un point plutôt validé par les formations politiques qui étaient à ce dialogue politique. Depuis quelques jours, c'est tout un débat autour de cette idée. Quand on parle d'élection générale, avant d'en arriver au débat auquel on assiste, qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? Je n'étais pas dans la salle, mais je ne sais pas quel est le contenu, quelle est la définition que eux, qui ont préparé le débat, ont donné aux élections générales, mais ce qui se fait généralement dans les autres pays, dans les grandes puissances que nous observons, quand on parle d'élections générales, c'est que on regroupe les principales élections que nous organisons, notamment les élections constitutionnelles et autres, on les regroupe et on les organise dans la même année. Pas forcément le même jour, mais dans la même année, on organise ces élections-là pour amoindrir un peu le cours des élections. Et en dehors de cela, vous savez que les citoyens, parfois, s'il faut savoir l'inviter à se concentrer sur les élections chaque année, c'est aussi une manière de le détourner de ses objectifs. Et donc, pour éviter tout ça, pour éviter de stresser le citoyen, pour éviter chaque fois de mettre la population en état de propagande et autres, donc on organise les élections générales en une seule année et on sait qu'on en a fini. Ça fait à l'autre mandature, ça peut être dans 5 ans, ça peut être dans 7 ans, ça peut être dans 6 ans. Parce qu'on ne parle plus d'élections avant ces périodes-là. C'est en quelque sorte ça. Ok, Félicien Fagnon, vous n'étiez pas dans la salle, avez-vous dit, mais vous n'êtes pas loin de l'idée. C'est en tout cas ce qui est revenu, puisque l'idée a été aller au couplage des élections, et soit ça se fera en 2020 ou 2021. Des amendements devront être faits, les politiques devront s'asseoir pour en débattre si ça doit se faire. Marcel Zoumenou, vous avez aussi suivi cette grande rencontre, vous avez suivi les recommandations. Le sujet qui alimente un peu comme la polémique aujourd'hui, ce sont ces élections en général. Pour vous, le concept évoqué, qui à la vérité était déjà évoqué un certain nombre de fois dans d'autres contextes, mais qui revient cette fois-ci, et comment vous le trouvez? Bon, d'abord, il faut reconnaître que pour ce qui est de l'opportunité des élections générales, moi, personnellement, je n'y trouve pas d'inconvénient. C'est un concept qui est en vogue dans la plupart des pays qui ont des ressources limitées. Et vous savez que dans beaucoup de pays africains surtout, on parle d'élections générales. Et comme l'a dit mon ami et confrère Félicien, c'est de regrouper les élections dans une période donnée. Ça peut être dans 1 mois, 2 mois. On organise 2, 3 élections, les élections majeures, la présidentielle, les législatives, les communales peut-être.
Et on sait qu'une fois qu'on les organise, on attend peut-être 4 ans ou 5 ans pour organiser d'autres élections. Alors que depuis 1990, nous sommes dans un cycle où, dans une période de 2 ans, nous organisons une élection. Sauf les 3 dernières années où nous n'avons pas eu à organiser les élections. En tout cas, de 2016 à 2019, c'est la période la plus longue où nous n'avons pas organisé d'élections. Sinon, c'est une tendance d'un intervalle de 2 ans. Le Bénin était appelé à organiser des élections, soit communales, soit législatives, soit présidentielles. Et donc, les raisons avancées, c'est les coûts, mais c'est aussi, et ça je le tiens, du compte rendu fait par le rapporteur des assises qui parlait du stress lié aux élections, du stress que les candidats ont quand ils doivent aller battre campagne pour faire ça. Donc, c'est les raisons avancées. Mais moi, je prends en compte la raison économique pour un pays comme le nôtre, qui est quand même une raison fondamentale, une raison qui peut vraiment nous engager à entreprendre une telle option. Mais il faut regarder les choses en profondeur pour dire que si on parle d'élection générale aujourd'hui, ça connote d'une autre réalité politique et peut-être que dans laquelle une autre réalité qu'on va aborder dans l'émission. Et sinon, pour moi, après avoir jugé de la pertinence de ces élections, pour ce qui est des contextes actuels, ça ne plaide pas en faveur de ça, parce qu'il y a autre chose qui se cache derrière cette notion d'élection générale. Dans le contexte actuel, on y revient. L'élection générale, l'idée, elle est annoncée, elle est validée, le principe, mais les modalités, là-dessus, beaucoup de réflexions en cours. Félicien Fagnon, votre vis-à-vis, parlait tout à l'heure de contexte. Le contexte, d'un certain point de vue, c'est un Bénin qui cherche encore ses marques en termes de stabilité, de vivre ensemble. Une denrée plutôt très précieuse par ici, depuis les législatives dernières. On a comme l'impression que le pays est divisé. Les Béninois ont du mal à se parler, à se comprendre sur des choses qui hier tenaient du détail. Alors, lorsqu'on prend une option comme celle-là, est-ce qu'elle ne peut pas aider plutôt à servir de ciment à cette crise qui ne dit pas son nom? Bon, je ne sais pas si vous parlez du même Bénin où nous vivons tous ensemble, le même Bénin dans lequel je vis. Je ne sais vraiment pas si, entre les Béninois, il y a un problème de dialogue. Je ne sais vraiment si aujourd'hui les Béninois ont du mal à se parler. Parce que, pour ce que moi je sais, pour ce pays, le Bénin dans lequel moi je vis, nous n'avons pas ce problème. Je peux parler avec mon frère du Nord, je peux parler avec mon frère du Sud, mon frère d'Abomey, mon frère d'Adja, on peut se parler sans problème. Le vivre ensemble, non, juste pour illustrer. Également ne pose aucun problème. Non, Félicien, pour illustrer, c'est ce pays où hier on voyait facilement un politique d'un bord serrer la main à l'autre, manger, aller à des festivités, et ça ne pose aucun problème. Mais c'est ce Bénin où, à moins que vous n'étiez pas informé, récemment on a vu quelqu'un qui s'est présenté à une fête et puis on a vu le tollé que ça a créé, aussi bien pour lui que pour la formation et tout ce qui va avec. Mais ça, ce n'est pas le Bénin qu'on a connu quelques années plus tôt, à moins qu'on se trompe, Félicien Fagnon. Non. Si par exemple quelqu'un d'une obédience politique qui est contraire à l'autre, et qu'il y a des querelles politiques entre eux. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et ça, ce n'est pas inhérent qu'au Bénin seul. C'est inhérent à tous les pays. Un État démocratique, c'est cela, c'est la contradiction. Et donc, nous ne sommes pas tenus... Mais la contradiction ne doit pas exclure la fraternité. Non. C'est deux choses différentes. C'est pour ça que je dis, nous avons une crise politique. C'est autre chose. Mais le Bénin ne connaît pas une crise sociale. Entre les Béninois, le dialogue est facile. Est facile. Oui, est facile. Entre les Béninois, le vivre ensemble est facile et possible. Moi, que vous voyez, je sillonne tout le pays sans problème. Je dors partout où je veux, sans problème. Je ne suis pas menacé. Je ne suis même pas inquiété. Je peux même aller aujourd'hui à Tchaourou, dormir là, et le lendemain me lever et dire autre chose qui est contraire à certaines personnes. Il n'y a pas ce problème-là où on va dire, il est d'où? Prenez-le, tapez le Bénin n'a pas ce problème-là aujourd'hui. Le Bénin n'est pas encore arrivé à ce niveau. Il y a une crise politique
Et je crois que c'est ça qui a conduit au dialogue politique auquel on a assisté du 10 au 12 octobre. Je vais écouter rapidement Ça, votre vis-à-vis avant de revenir sur l'aspect que j'évoquais, lui, Marcel Zoumenou. Comment vous voyez le vivre ensemble? Ça ne pose aucun problème au Bénin d'aujourd'hui? Ça pose problème, ça a commencé par poser problème depuis un certain moment. Et contrairement à mon ami Félicien, je ne sais pas si, quand vous voyez un danger venir, qui se dresse à venir vous percer un de vos œils, de votre œil, vous allez rester tranquille et le laisser venir percer. C'est comme ça que je vois la chose. C'est vrai que nous n'avons pas encore une crise sociale où, quand on entre dans cette région, on voit les gens d'une autre ethnie, on se jette sur eux pour les abattre. Nous ne sommes pas encore à cela. Et moi, je prie pour que nous n'arrivons pas là. Mais j'ai l'impression que la crise politique actuelle, telle qu'elle est entretenue, telle qu'elle est gérée, peut nous amener à cela. Et je prie qu'on n'y arrive pas. Parce que quand vous regardez un peu l'histoire des pays qui ont connu, dans notre sous-région et même dans le monde, qui ont connu des problèmes, des conflagrations sérieuses, des guerres civiles, vous voyez que tout part de ces genres de frustration politique qu'on observe aujourd'hui. Et donc, on ne doit pas négliger la crise politique et la nature de la crise politique actuelle que nous avons. C'est vrai, comme il a dit, qu'on n'a pas de problème social, mais moi, je prie et je souhaite que cette crise politique puisse réellement être résolue pour que cela ne nous conduise pas dans une tension sociale qu'on aura du mal à... En tout cas, c'est la quête de la résolution de cette crise qui a justement conduit à la formulation de ces 18 recommandations. Au registre des recommandations, le thème aujourd'hui au menu de notre émission du jour, les élections générales. Alors, dans ce contexte de crise politique, pour donc repréciser, Félicien Fayon, quelle en est l'opportunité ou quelle pourrait en être l'opportunité de ces élections générales au regard de la crise politique? Et là, il faut d'abord partir d'un constat. D'où est partie la crise politique? Qu'est-ce qui est à la base de cette crise politique? Je crois que si nous arrivons à trouver des réponses à ces questions, le problème d'organisation des élections générales ne devrait plus se poser. Parce que la crise politique est née du fait de deux lois. Il y a d'abord la charte des partis politiques, puis ensuite le code électoral. Et même quand nous prenons la charte des partis politiques, l'ensemble des acteurs politiques s'est accordé sur le fait que on ne peut aller tel que c'est. C'est à l'application que des gens ont connu des difficultés. Ils ont demandé des assouplissements qu'on ne pouvait pas faire au moment où on était en pleine application de cette loi. Pour le code électoral, c'est vrai, il y a eu des dénonciations au départ, mais puisque la majorité était d'accord, on est allé. Mais aujourd'hui, le chef d'État a compris qu'il faut qu'on fasse asseoir tous les acteurs pour réfléchir à comment améliorer ces deux textes de loi-là et les assouplir pour permettre la participation de tout le monde, c'est-à-dire permettre la meilleure organisation des élections, mais tout en préservant une chose, la réorganisation du système partisan de notre pays. Et les assises du 10 au 12 dernier, et quand moi je vois les résolutions, je vois quand même que si c'est les acteurs politiques qui se sont assis, ce n'est pas le gouvernement, les acteurs politiques du pays se sont entendus pour retenir tous ces points. Je crois que nous sommes pratiquement au bout de la crise politique, puisque le chef d'État, au début, c'est-à-dire à l'ouverture du dialogue, a dit que lui, son gouvernement, s'emploiera à jouer le rôle qui sera le sien dans l'application des recommandations des assises politiques. Et que s'il faut plaider, il fera de même pour que les autres institutions de la République le fassent. Et je crois que depuis hier, en Conseil des ministres, aujourd'hui, enfin, je parle donc de ce jeudi, où le secrétaire rencontre la conférence des présidents de l'Assemblée nationale, c'était pour échanger avec eux sur ces résolutions-là et voir comment est-ce qu'il peut les inviter, parce qu'il peut plaider pour que l'Assemblée nationale puisse voir comment il faut modifier, parce qu'il n'y a que cette seule instance pour modifier les textes de loi en réalité. Si on en arrive là, et que ceux que des gens appellent prisonniers politiques, en fait, il n'y en a pas, mais il y a des gens qui sont emprisonnés depuis où il y a eu émeutes, il y a eu des échanges entre des forces de l'autre, donc il y a ces gens qui sont emprisonnés. Si ces gens-là sont sortis, le problème ne se pose plus. Ça veut dire que la crise politique est terminée. Maintenant, si la crise politique est terminée, les élections générales,
l'opportunité aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, il y a d'abord l'aspect économique et puis le fait qu'il ne faut pas nous convier tout le temps aux élections. Ce n'est pas possible. On vient de finir une élection dont on n'a pas encore fini de gérer les conséquences. L'année prochaine, par exemple, on sera obligé d'aller aux élections locales et municipales. 2 ans après, c'est les législatives. Alors même un an après, en 2021, il y a les présidentielles. Vous ne pouvez pas solliciter le peuple chaque fois pour les élections. Et pour ça, au moins, c'est les acteurs politiques eux-mêmes qui ont fait le constat et qui ont proposé les élections générales. C'est vrai, ça a des implications. Évidemment. On reviendra sur on revient sur les implications. On revient sur les conflits. Donc le contexte est celui de cette crise politique dans laquelle le Bénin encore se bat pour pouvoir s'en sortir. Dans ce contexte, les acteurs politiques qui ont pu se voir au niveau de la salle bleue du Palais des Congrès sont convenus qu'il faille penser dans des projections aux élections générales. Donc on prend ce contexte de crise et de la projection des ambitions pour le Bénin, des questions de développement. Quelles grandes leçons on peut en tirer? Bon, moi je voudrais d'abord faire quelques clarifications. Je vais dire qu'on n'avait pas eu de dialogue. En tout cas, ce qu'on a observé du 10 au 12, pour moi, c'était pas un dialogue. Le dialogue suppose que vous avez sur le tapis des recriminations ou bien des sujets qui fâchent. Et vous avez vous conviez autour de ces sujets des personnes qui ne s'entendent pas et qui veulent parler maintenant pour s'entendre. Et vous mettez au milieu de ces personnes-là quelqu'un qu'on appelle facilitateur ou modérateur qui est désigné de façon consensuelle, c'est-à-dire qui donc le profil reçoit l'assentiment des personnes des deux camps. Et donc, si je m'en tiens à ça, je me dis qu'il n'y avait pas eu de dialogue, puisque simplement, s'il y avait eu un dialogue, on n'aurait pas eu un contre-dialogue qu'on appelle les assises de la résistance. Et donc, si le dialogue avait été bien organisé, les personnes qui se sont retrouvées d'un autre côté pour organiser ce qu'ils appellent les assises de la résistance devaient être dans la même salle que les autres et discuter des problèmes. Et si ces personnes s'étaient retrouvées pour discuter, vous allez voir que les résolutions qui sont sorties, les recommandations, même les doléances ne seront pas les mêmes. Alors, pour revenir à ce qui a eu lieu au Palais des Congrès, qu'on a appelé dialogue national, je constate avec vous, vous constatez qu'il n'y avait pas un seul opposant dans la salle. J'ouvre une petite parenthèse. Avec nous? Oui, j'ouvre une petite parenthèse pour vous dire que ce qu'on avait présenté comme les FCB n'y était réellement pas les FCB. Vous savez, nous sommes tous dans des organisations ici. Nous avons fait des rédactions. Je donne un simple exemple. S'il y a un reportage, tu attends que quelqu'un te désigne, qui est soit le rédacteur en chef ou bien le directeur de publication, vous dit va couvrir tel reportage. Tu n'y débarques pas sans avoir leur autorisation. Et sur ces principes basiques d'organisation de toute structure, on s'entend. Et donc, dans le cas des personnes qui les ont retrouvées, on a bien les documents et des communiqués qui prouvent que on ne les a pas envoyés là-bas. En tout cas, le communiqué sorti par le parti en question dit clairement que nous n'y rendons pas. Et donc, les personnes ont choisi d'y aller soit pour leur propre vouloir ou bien pour faire plaisir à des gens. Et donc, je ferme cette parenthèse pour dire qu'il n'y avait pas de dialogue parce qu'il n'y avait pas d'opposants. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, le contenu. Les sujets qui fâchent, on les connaît. C'est vrai qu'il y a les problèmes du test qu'il faut améliorer, mais au-delà des problèmes du test, il y a les autres sujets. Des gens qu'on a emprisonnés, dont on demande la libération. Les gens qu'on a poussés à l'exil et qui sont à l'exil et dont on demande le retour. Et les autres petits problèmes qu'il y a autour. Je ne suis pas sûr que les problèmes que le candidat, le président d'honneur de l'USL, les problèmes qu'il a sont liés à l'application des tests. C'est des problèmes particuliers. Les problèmes que Komi Koutié a ne sont pas liés aux tests, à l'application des tests. C'est des problèmes particuliers. Les problèmes que, Lionel Zinsou a ne sont pas liés à l'application des tests. Donc, c'est tout ça qui fait la crise, qui fait l'étendue et la complexité de la crise politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Donc, si on circonscrit cette crise à l'application des tests,
moi, je me dis, on ne va pas trouver des solutions efficaces, on ne va pas trouver des solutions durables pour régler en profondeur cette crise. Moi, je crois qu'il fallait et qu'il faut élargir et mettre tout dedans et régler les problèmes d'un seul coup. Parce que moi, je ne nous vois pas en train encore d'organiser un autre dialogue après pour encore régler les problèmes de ces messieurs ou bien les autres problèmes qui restent qu'on n'a pas pu régler. Parce que quand vous prenez même, il y a des gens qui sont dans certains partis qui ont payé ce qu'on leur a demandé de payer pour avoir le quitus fiscal et qui ne les ont pas eu. Donc tout ça, ce n'est pas dans l'application. Il y a plus de problèmes liés à d'autres paramètres qu'à l'application des tests. C'est vrai que l'application des tests a fait que des partis comme USL, comme FCBE, comme Restaurer l'Espoir n'ont pas eu le certificat de conformité, mais il y a eu d'autres problèmes et moi je souhaite que s'il devait y avoir un vrai dialogue, ça devait prendre en compte tous ces problèmes pour qu'on ne soit pas obligé de revenir encore. Parce qu'en réalité, et c'est là que je vais chuter, quand nous regardons un peu les résolutions qui sont sorties, c'est un peu ce que le chef d'État aurait voulu que ça soit. C'est quand vous regardez les résolutions, c'est des résolutions qu'il doit applaudir parce qu'il n'y a rien qui lui a été demandé qui ne puisse lui créer de problèmes. On lui a demandé, bon, si le quitus fiscal c'est bon, il faut continuer, sur telle chose c'est bon, il faut continuer. Mais sur les problèmes sérieux, comme ceux-ci qui on a tiré, dont les corps sont bloqués depuis et on veut voir clair, il n'y a eu rien sur ces choses. Donc, moi, je crois que autant on doit applaudir l'effort fait par le gouvernement pour organiser ce dialogue, mais autant on doit lui demander beaucoup plus pour qu'on ait un dialogue vrai et sincère, ce qu'on n'a pas eu. Oui, j'avais posé une question, mais ce sont vos préalables qui vous ont poussé là où vous avez été en voulant relever certains aspects évoqués par votre vis-à-vis. Je demandais alors, tout ceci mis ensemble avec cet appel aux élections générales, quelle pourrait en être la portée? Non, la portée, c'est je crois que la portée, c'est que ça réduit le mandat de l'actuelle Assemblée nationale. Puisque on demande les élections générales pour 2020 ou 2021. Je ne sais pas finalement le chef d'État ce qu'il a acheté là. Maintenant, dans l'un ou dans l'autre des cas, ça nous amène à circonscrire, à réduire le mandat de l'Assemblée nationale qui est là. Ça, c'est le premier élément que j'ai. Deuxième chose, c'est que quand vous regardez dans les résolutions, il y a certaines résolutions dont l'application nous renvoie à un autre problème, qui est la révision de la Constitution. Donc, quand vous mettez les deux ensemble, moi je me dis que les recommandations donnent la main au chef de l'État pour engager la procédure de la révision de la Constitution. C'est comme ça que moi je vois la chose. Et ce qui me renforce dans cette opinion, c'est qu'il y a des points qui sont revenus dans les résolutions qui faisaient partie des dispositions qu'on a retrouvées dans les deux dernières moutures du test de révision que le chef d'État a envoyé à l'Assemblée et qui ont échoué. Donc, quand je mets tout ça... allusion à quoi? À ce problème de comment vous appelez ça, équité avec les femmes, cette histoire, c'est déjà dans la mouture du projet de la révision qui a échoué la dernière fois à l'Assemblée. Et donc, c'est sur ces points que moi j'ai d'inquiétude. Est-ce que ce n'est pas une stratégie pour donner la main au chef d'État pour réviser la Constitution? Je me pose assez de questions. Et c'est dans les actes qui vont venir que je pourrais être rassuré. Mais lorsque vous savez que quand même ce sont des acteurs politiques qui se sont assis et fait l'exercice qui a conduit à ces résultats, est-ce que vous avez a priori des raisons de douter et de voir une façon de faire le lit? Oui, la principale raison de mon doute, c'est que ceux qui se sont retrouvés, c'est des gens de la même obédience qui pensent la même chose. Et donc, si c'est eux qui doivent accompagner le projet de révision, ça ne me surprendrait pas. Donc, Félicien Fayon, votre vis-à-vis a dit beaucoup de choses. J'ai voulu vous relever quelques aspects avant que je pose ma question. Je voudrais d'abord commencer par dire que il faut qu'on sache ce qu'on veut finalement dans ce pays. Lorsqu'on est à la recherche de la paix, il faut qu'on soit objectif dans les démarches à mener.
dans les attitudes à adopter pour arriver à la paix. Moi, je ne sais pas ce que les gens veulent. Le dialogue politique n'est pas organisé pour permettre à certaines personnes de régler leurs problèmes personnels avec l'État. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui sont en conflit avec la justice. Il y a des gens qui ont des différends avec l'État. Mais le dialogue politique, ce n'est pas pour régler ces problèmes-là. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec Marcel quand il dit qu'à ce dialogue, il n'y avait pas eu les opposants. On n'avait pas dit qu'il faut dialoguer pour remettre en cause des décisions de justice qui n'ont rien à voir avec les élections. Ça n'a rien à voir avec les tests qui régissent les élections. Parce que ces différends ne sont pas nés des tests de loi qui organisent les élections, ni des tests qui organisent les partis politiques. À partir de cet instant, ce n'est pas parce que ces gens-là sont en difficulté avec la loi qu'il faut maintenant profiter de cette occasion pour dire revenez tous, venez, on va s'asseoir, on va parler. Ce n'est pas ça. Donc je ne suis pas d'accord. Et quand on parle même des partis... Je voulais vous poser une question pour faire la jonction. Non, excusez-moi. Quand on parle des partis de l'opposition qui ne sont pas allés, je ne sais pas s'il y a un parti qui est enregistré, qui est règlement enregistré dans ce pays, qui n'est pas allé s'asseoir pour le dialogue. Et je dis, même Marcel même qui est là, quand il marche, il ne va pas en arrière. Quand il marche, il regarde devant lui et il évolue. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Voilà, Félicien, vous avez parlé tout à l'heure. Et les 300 partis politiques qui existaient avant la... Justement, il n'a pas dit ça non plus. Je vais vous poser une question, Félicien. Pourquoi est-ce que vous... Non, ça rentre dans votre registre. Certaines personnes et qu'on laisse d'autres. Ça rentre dans votre registre. Je voudrais vous demander, est-ce que vous avez, et vous le dites honnêtement, c'est ce qu'on veut savoir, que tel ça s'est fait, et il disait tout à l'heure que malheureusement, il y a un dialogue et contre-dialogue, mais... Avez-vous la certitude de votre expérience, parcours de journaliste, aussi d'investigation, que ce qui s'est fait va vraiment contribuer à la paix? Parce que vous avez utilisé paix tout à l'heure. J'ai dit sur ce plateau une fois que la volonté générale n'est jamais égale à la somme des volontés individuelles. Marcel le sait. Tout le monde ne sera pas d'accord. Mais on ne fera qu'avec la volonté de la majorité. C'est de ça qu'il s'agit. C'était la majorité donc, qui avait parlé sur 10 là. À partir de cet instant, si des gens ont refusé, des gens ont rejeté la charte politique et on dit qu'eux ne vont faire aucune démarche pour se mettre en règle, pour se mettre en conformité vis-à-vis de cette loi-là, vous voulez qu'on les force à le faire? Ceux qui sont allés organiser le dialogue de la résistance, c'est qui? C'est le président Nicéphore Soglo, c'est les anciens de Restaurer l'Espoir qui ont refusé de poursuivre les démarches. C'est les quelques-uns qui restent de USL qui ont refusé de poursuivre les démarches pour avoir le document qu'il faut pour se faire appeler parti politique. C'est eux. On ne peut pas les obliger. Si au moins 9 partis politiques ont pu avoir le document qu'il faut, c'est que les seuls là, les 2-3 qui se sont retrouvés la fois dernière, ce n'est pas eux seuls qui vont dire que c'est impossible d'avoir le document. Et donc, on ne peut pas, à cause de retarder l'évolution du pays, retarder le dialogue et dire qu'il faut qu'eux, ils soient là. Et puis, ils sont combien? Il y a combien derrière eux? Au niveau des FCBE, Marcel a dit tout à l'heure que ce n'est pas les vrais FCBE. Mais c'est qui sont les vrais FCBE? Où sont les vrais FCBE? Si ceux qui étaient là ne sont pas représentatifs, c'est qui? Ceux qui sont là, c'est des gens qui avaient été membres du bureau exécutif national de l'ex-FCBE qui n'a pas pu se conformer. Mais si ceux-là, aujourd'hui, ont décidé de se mettre en règle, parce qu'il y a des critères qu'il faut que ceux qui sont en voyage ne peuvent pas avoir les documents qu'il faut pour faire partie du bureau. Ceux qui sont en voyage? Oui, il y en a qui ont voyagé parmi eux. C'est ça. Vous avez vu dans la salle la fois dernière, moi j'ai vu Idriss Bako, qui allait démêler avec la justice, mais qui était présent. Il n'a pas été interpellé. C'est pour ça que je dis que quand on parle d'exil, je dis il faut que les gens arrêtent de trouver des prétextes pour qu'on s'enlise davantage dans la crise. Idriss Bako était dans la salle. Il a fait, et jusqu'à ce jour, nous n'avons pas appris qu'il a été interpellé. Et donc, ceux qui ont voyagé, ils auraient pu effectuer des déplacements et venir voir si quelqu'un va leur faire quelque chose. Si c'est la justice qui les interpelle, mais ils n'ont qu'à aller répondre à la justice. J'ai appris, tout comme vous, que comme écoutez, une fois est venu dans ce pays se faire écouter par la justice, il est reparti sans problème. C'est pour vous dire qu'en réalité, les gens ne sont pas inquiétés, mais parce qu'on veut donner une autre image du pays, montrer que le Bénin est en difficulté, et puis on disparaît. Sinon, c'est des gens qui reviennent quand ils veulent, et ils repartent quand ils veulent. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Mais ils veulent faire croire qu'ils sont en exil et qu'ils ont des problèmes. Sur ce plan, il n'y a pas de problème. Marcel a dit tout à l'heure que pour lui, il n'y a pas de dialogue parce que quand on dit dialogue, il faut un facilitateur et qu'il faut des points autour desquels on va discuter. Tout ça là, oui, mais le facilitateur qui a été désigné n'a pas été contesté. C'est de ça qu'il s'agit, il n'a pas été contesté. Personne ne l'a contesté et on n'a pas mis en doute ses qualités ou bien sa position. Et il y a eu des points autour desquels le débat a été organisé.
C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est qu'il y a eu en réalité dialogue, contrairement à ce qu'il a dit. Il faut dire qu'il n'y a pas eu dialogue parce que lui, il estime qu'il n'y a pas eu... Non, il y a eu dialogue. Et en plus du facilitateur, il y a eu quand même des rapporteurs qui ont été désignés dans la salle par les partis politiques qui étaient là. C'est eux qui les ont désignés. Donc, de mon point de vue, le problème ne se pose pas à ce niveau pour ceux qui sont morts, pour ceux qui sont en prison ou autres. C'est quoi que j'ai lu. Et j'ai eu dire que ceux qui ont été emprisonnés du fait des événements du 2 ou 3 mai, que les gens ont demandé que cela soit mis en liberté. Ils ne sont pas encore condamnés, à mon avis, à ce que je sais. Et donc, on attend que tout cela soit mis en application. Par rapport aux tests de loi, les tests vont être amendés. Si ça implique la révision de la Constitution, mais dans ce pays, je ne sais pas si vous connaissez quelqu'un, parmi les acteurs politiques, même ceux qui ont dit qu'ils sont en exil alors qu'ils sont en simple voyage, je ne sais pas si vous en connaissez parmi eux, qui ont dit qu'eux, ils sont contre la révision de la Constitution. La révision de la Constitution, nous sommes tous d'accord à 100% même. Seulement, il y a des points sur lesquels il faut qu'on s'entende. Et donc, si aujourd'hui, le dialogue politique a permis de retenir certaines décisions qui impliquent la révision de la Constitution, moi, je crois qu'on n'a qu'à y aller. Dans les grandes puissances qui nous inspirent d'ailleurs, on révise les constitutions sans problème. Et au Bénin, la Constitution devrait être révisée sans problème. S'il faut qu'on révise les constitutions, parce qu'effectivement, s'il doit y avoir couplage des élections, on doit réviser la Constitution. Parce qu'on doit revoir le mandat des députés. Mais le mandat du chef d'État, qui est le mandat le plus en vue, je crois que dans les projets qui vont souvent à l'Assemblée nationale, on ne touche pas au mandat, ni à la durée, ni aux critères de celui qui doit être candidat à l'élection présidentielle. Et donc pour ça, il n'y a pas de problème. Mais si on doit s'entendre pour réduire le mandat des députés actuels, organiser les élections générales en 2021, je crois que c'est notre pays qui gagne. C'est le Bénin qui gagne. Et à aucun moment donné, ça n'avait été contesté. Alors, la question donc d'implication de la démarche qui va conduire à cela, quand on parle de ces élections générales, vous avez dit tout à l'heure, il va falloir s'entendre là-dessus. Donc, l'Assemblée nationale appelée à jouer un grand rôle pour son aboutissement. Un important rôle. Et ce rôle-là, c'est d'abord de réviser ces textes de loi qui existent et puis ensuite de voir si cela est nécessaire, comment est-ce qu'il faut réviser, d'ailleurs c'est obligatoire, comment il faut toucher à la Constitution, changer ce qu'il faut changer, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions évoluer. Ça fait longtemps déjà que les gens crient qu'il faut réviser cette Constitution. J'ai suivi Komi Kuti là-dessus. J'ai suivi Lionel Dissou là-dessus. J'ai suivi même, comment on appelle, le parti USA. À aucun moment donné, personne n'a contesté la révision. Mais juste que les gens ont dit, ils avaient dit que ce n'était pas opportun. Ils avaient dit qu'il y a des points qu'il ne fallait pas toucher. Même restaurer l'espoir. Ils n'avaient pas été contre la révision de la Constitution. Tout le monde est d'accord que la Constitution aujourd'hui, il y a des dispositions qui sont caduques et qu'il faut revoir. Mais allons-y, allons nous asseoir pour revoir cela. Le problème ne se pose pas. On peut dire qu'il y a plus de peur que de mal. Il y a plus de peur que de mal. Oui, Marcel Zoumelou. Non, quand j'écoute mon ami Félicien, j'ai compris finalement. Puisqu'il a dit, bon, il n'y a pas de problème, il faut réviser. Et ce discours, je l'ai déjà entendu ailleurs, des gens très proches du pouvoir, et c'est pourquoi il dit que ce que le chef d'État a gagné, c'est qu'on lui a donné la main pour aller réviser. C'est pas lui qui révise, c'est pas le président de la République qui révise la Constitution. C'est l'Assemblée nationale qui révise la Constitution. Non. Et l'Assemblée, c'est le peuple. La Constitution a dit clairement que le chef de l'État ou l'Assemblée peut engager la procédure. Bien sûr. C'est ce que la chose là. Mais le chef à lui seul ne peut pas réviser. Oui, il engage la procédure. L'Assemblée peut le bloquer comme ça a été le cas par le passé. Non, l'Assemblée dont il a 83 députés ne peut pas le bloquer. Félicien, je veux que quand nous venons sur le plateau, nous puissions parler à ceux qui ne comprennent pas, qui comprennent mieux. Une Assemblée où il a 83 députés ne peut pas le bloquer. Donc, sur cet argument-là, je crois que tu t'entends. Maintenant, quand on parle du système partisan, ces derniers temps, j'ai tellement entendu de choses sur le système partisan. Au bout, je me demande, moi, même si on est dans le même pays, ça fait 1990 qu'on est là. C'est vrai qu'on dit qu'on a 200 partis, qu'on en a 250. Félicien a dit 300. Moi, je ne suis allé jamais faire le point au niveau du ministère, mais j'entends souvent parler de 200. Mais honnêtement, est-ce qu'on a eu jamais une élection au Bénin où on a vu même 50 logos, je parle d'une élection législative, 50 logos de partis sur un bulletin unique une fois? Moi, je n'ai jamais vu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, au-delà de tout, même si on clame qu'on a 200 partis sur papier, dans la réalité, on en a peut-être une vingtaine. Et vous trouvez ça normal? Une trentaine? Non, laisse-moi finir. On peut pas avoir et si il y a que une vingtaine qui sont en action? Oui. C'est grave. Et c'est parce qu'on n'a pas mis en application l'ancienne charte. Il y a une disposition de l'ancienne charte qui dit clairement que quand vous n'allez pas si vous n'allez pas les autres, pourquoi on ne l'a pas fait? Voilà. Qui doit le faire? C'est ça, moi, je me pose des questions. Donc,
moi je suis d'accord qu'on puisse améliorer le système partisan. Mais l'ancien système partisan ne nous a jamais amené une crise politique majeure. Et d'ailleurs, le chef d'État actuel a été élu sur la base de cet ancien système partisan. Non, mais il n'avait pas été élu en tant que chef de parti politique. Non, il a été élu président de la République sur les anciennes lois électorales. Non, mais et donc, quel problème ça a géré? Il y a une seule loi qui organise les élections présidentielles. Oui, quel problème ça a géré pour qu'on puisse dire... Moi, je crois que ce qu'on clame aujourd'hui comme les réformes du système partisan, c'est ce que j'ai toujours appelé une vraie fausse solution aux problèmes réels qu'on a. Non. Les problèmes réels qu'on a, on les connaît. Parce que ce que nous avons fait aujourd'hui, ça ne nous a pas permis d'améliorer la qualité de ceux qui sont là-bas. Oui. Les maquins n'est pas gênés, sont toujours là-bas. C'est pas un problème. C'est quoi ça? C'est parce que vous appelez Maquin n'est pas gêné. Non, il connaît. Et nous connaissons toutes ces choses-là. Donc, moi, les réformes que moi je souhaite... Non, laissez-le poursuivre. Si vous allez laisser poursuivre... Non, laissez-le poursuivre et vous allez revenir. C'est d'éviter les partis régionaux. Laissez-le poursuivre et puis vous revenez à la parole. Laisse-moi finir. Allez-y. Donc, les réformes qu'il y avait, c'est des réformes qui apportent plus de qualité au personnel politique qu'on a. Et lui et moi, je crois que s'il doit être sincère, il doit reconnaître que aucun de nous n'est fier de la qualité des hommes politiques qu'on a aujourd'hui. Mais moi, je suis peiné, je suis même attristé de voir que c'est les mêmes qui sont revenus. Des gens qui sont capables de dire quelque chose. Ils se dédisent quelques minutes après. C'est encore eux qui sont là. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qu'on a apporté de plus à ce pays? Ça, c'est le premier. Deuxième problème que les réformes n'ont pas pu régler. Nous sommes un pays de pauvres. Et on fait des réformes qui augmentent de façon exponentielle les cautions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train d'exclure la majorité des Béninois du jeu politique. Et ça, ce n'est pas démocratique. Laissez-le poursuivre. Non, laissez-le poursuivre. Donc ça me pose problème. 250 millions. Et des recettes, pour être député aujourd'hui, on connaît les montants. Alors que normalement, on ne devrait pas choisir ceux qui aspirent à nous diriger sur la base de leur pouvoir financier, mais sur la base de ce qu'ils peuvent proposer pour changer les solutions. Alors, donc, moi, ça me pose problème parce qu'en réalité, quand on dit regroupement de partis et les choses sont faites de cette manière où, moi, j'ai vu, ça ne règle aucun problème, ça ne règle aucun problème. Les gens sont là dans une situation d'entente. Demain, quand ils vont entendre beau, c'est là-bas qu'il y a mieux. Vous allez voir les mêmes personnes qui aujourd'hui clament, qui sont dans très blocs, qui vont se trouver dans encore d'autres blocs. Donc, moi, je crois que les vrais problèmes du pays, ce n'est pas la réforme du système partisan. Il faut régler d'autres problèmes. Et on a laissé ces problèmes. Et on est en train de s'attaquer à d'autres problèmes. Et on est en train de vouloir instaurer la révision qui va encore créer d'autres problèmes. Parce que ce que je dois dire à mon ami, c'est vrai que tout le monde est d'accord qu'on révise la Constitution. Il y a beaucoup de dispositions qu'on peut corriger. Moi, j'en ai relevé certains dans un passé récent. Mais on ne peut pas réviser la Constitution dans un contexte de crise politique. Et c'est ça qui est important. Et je insiste sur le mot crise politique. Donc, c'est important de relever ça et de dire que les conditions actuelles ne permettent pas au chef de l'État, au moment où certains fils du pays sont dehors, empêchés de revenir. Félicien a dit qu'ils sont en voyage. Moi, je dis ceux qui sont en exil, qui ne peuvent pas revenir. Personne donc, n'a fui. Donc, ils ont voyagé régulièrement. Vous connaissez qui ont fui vraiment? Ils ont fui. Ils ont fui vraiment. Et je discute avec certains qui ne peuvent pas revenir. Moi, je souhaite qu'on puisse permettre à tous cela de Joël, si vous le permettez. Oui, je vous le permets. Je voudrais quand même qu'on apporte des précisements sur certains points. Oui, allez-y. Peut-être que les nombreux voyages de Marcel ont fait que il n'est pas tout resté, il n'est plus tout resté au pays ces derniers temps pour comprendre un peu l'actualité. Il a été absent pendant quelques jours seulement. Je le dis parce que... Il vous dit que c'est pendant quelques jours seulement. Il a toujours fait les débats. Quand on a des partis politiques, la réforme majeure qui est intervenue, et qui a fait que aujourd'hui des gens pensent qu'ils sont en difficulté alors qu'en réalité, ce n'est pas une difficulté, c'est la représentativité des partis politiques.
C'est la réforme majeure. Avant, le nombre de gens par commune là. Oui, c'est tout. C'est la réforme majeure qui est intervenue. Beaucoup de partis ont fait ça, pourtant ils n'ont pas eu le certificat de conformité. Non, s'il vous plaît, parce que ces partis n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris comment on doit faire. Il fallait. Mais il faut les expliquer simplement. C'est ce que le ministère de l'Intérieur s'était employé à faire. Mais d'autres ont abandonné en cours de chemin. Et donc, la réforme majeure qui est intervenue, c'est le nombre de personnes qu'il fallait dans chaque commune pour avoir la réforme majeure. Sinon, par rapport au nombre de fois qu'il fallait aux élections avant d'exister, c'est possible. Aujourd'hui encore, on peut avoir 200 partis, 300 partis si on veut. Il suffit que vous et moi, on va créer un parti. Mais à quoi alors a servi la réforme? Puisque on a dit l'une des problèmes que ça doit régler, c'est de réduire le nombre de partis. Oui, justement. Moi, je suis même peiné qu'on en a déjà 8 ou 10 déjà. Oui, justement. Et d'autres attendent encore. C'est pour vous dire que rien n'a été corsé comme on croit le dire. On croit on a limité des gens, on a empêché des gens d'avoir des partis. Ce n'est pas le cas en réalité. C'est de ça qu'il s'agit. Et quand il parle du code électoral, il y a eu des avancées. Les avancées, ce n'est pas peut-être le moment de revenir là-dessus, le renouvellement de la classe politique, c'est important. Parce qu'il y a le nombre de mandats aujourd'hui qui est limité au niveau de certains partis politiques. Aujourd'hui, quand on prend les partis qui sont proches du chef de l'État, le nombre de mandats à l'Assemblée nationale est limité. Vous ne pouvez pas, l'Union progressive, vous ne pouvez pas être député plus de 2 fois. Vous parlez de partis proches. Parce que c'est les tests qui ont obligé. Il n'y a pas encore de tests au Bénin qui limitent les mandats. S'il vous plaît. De la législature. C'est aussi une réforme que nos amis, enfin que nos amis. Oui, mais on parle de la nation. Oui, et pourquoi on ne l'a pas fait? Il y a quand même, quand vous prenez, il y a des partis, vous voyez, il n'y a que des jeunes. La plupart sont des jeunes à l'Assemblée nationale. Quand on dit les mêmes personnes, c'est faux. Et je vais dire ça en faux. C'est les mêmes jeunes qui sont répartis. Moi, l'Assemblée, les plus anciens, la législature passée est revenue presque. Vous avez vu, il dit quoi, il est où aujourd'hui? Non, mais ils sont tous revenus d'abord. Les 4 anciens présidents qui ne sont pas revenus, mais le reste, ils sont tous revenus. Il y a quand même ces gens-là qui aujourd'hui ont laissé, qui sont allés, ils ont raccroché. Tu peux citer 4 jeunes qui sont là. Quand vous voyez tous ceux-là qui ne sont plus dans le jeu et qui savent qu'au niveau de leur parti, même ceux qui sont là aujourd'hui ne peuvent pas faire plus de 2 mandats, c'est dire bon. Est-ce que c'est consacré par des tests? C'est consacré par des tests au niveau des partis politiques. Ça c'est clair. Et quand on a dit un parti politique aujourd'hui, avec l'histoire de la transition, vous ne pouvez plus quitter quand vous voulez. Il va quitter, il va entrer dans un autre parti, il va faire 2. Il rentre dans un autre parti, après demain, il va faire 2 aussi. C'est encadré. C'est la même que moi, je revois. Je dis bien, c'est encadré aujourd'hui. Non, moi, je ne sais pas. Ça ne va plus exister aujourd'hui. Et je dis, à partir de cet instant, où est le problème? Il y a eu avancé. Les jeunes sont là aujourd'hui. Il y a eu le renouvellement de la classe politique. Il y a des jeunes à l'Assemblée nationale. Il y a des jeunes qui sont à l'Assemblée nationale. Vous n'en voyez pas. Je ne voudrais pas citer de noms, mais moi je vois des jeunes et qui. Moi, peut-être 1 ou 2 jeunes sur 83. Ah, mais vous en avez vu 1 ou 2 jeunes sur 83. Vous en avez vu quand même. Sur la question de la révision, le contexte actuel, c'est vrai, comme il le dit, ne s'y prête peut-être pas. Mais je dis, le dialogue n'a pas dit tout de suite que demain il faut aller à la révision de la Constitution. Il y a des préalables qu'il faut régler d'abord. Il y a des étapes à franchir. Donc si les recommandations du dialogue sont mises en œuvre, l'aboutissement, c'est qu'on révise la Constitution, on va aux élections générales et puis c'est fini. Parce qu'on ne peut pas aller aux élections générales sans Votre avis dit que l'Assemblée qui a un grand rôle à jouer, avec sa configuration actuelle, ne risque d'apporter un blanc-seing aux doléances du chef de l'État. Je ne sais pas ce que c'est si ce n'est pas les différentes circonscriptions électorales qui sont représentées. Si ce n'est pas les différentes localités du pays qui sont représentées. Non, il a relevé tout à l'heure que ce sont des gens élus des formations politiques, les seuls proches du chef de l'État, pour ne pas dire du chef de l'État. Alors qu'en réalité, quand on parle de l'Assemblée nationale, c'est beaucoup plus de la représentativité du peuple. C'est du peuple qu'il s'agit. Quand vous allez à Tangueta, il va trouver son représentant. Vous allez aujourd'hui à Bukumbe, il va dire oui, mon représentant est là. Vous allez à Natengo. Les représentants ont été choisis comment? Non, il y a eu élection. Non, il n'y a pas élection. Moi, j'ai voté. Il y a eu élection. Ah, toi, tu as voté. Donc, tu veux parler des 5% là. Moi, j'ai voté. Et donc, à partir de cet instant, l'Assemblée nationale aujourd'hui est capable de modifier les textes qu'il y a là. Et je rappelle, l'Assemblée qui a précédé celle qui est la mandature qui a précédé celle qui est là aujourd'hui, c'est cette mandature-là qui a voté les lois qui ont conduit à l'élection de nouveaux députés qui sont là aujourd'hui. Marcel était dans le pays, bien sûr, à moins qu'il ait voyagé dans la période. C'est cette mandature-là, aujourd'hui, dans laquelle il y avait les Guy Mitopé et tout ce qu'on voit aujourd'hui là. Et cette mandature qui a voté les lois, aujourd'hui, qui sont critiquées. Ils étaient où? Ils étaient où quand ils étaient les amendements qu'ils avaient apportés? Les gens avaient fait de la politique dans cette ville. C'est eux qui avaient déconné en réalité. Donc aujourd'hui, c'est à eux qu'on doit s'adresser.
au lieu de s'adresser à ceux qui sont là, n'ont même pas encore On va voté. pas rappeler les événements qui se sont produits. Donc, chers invités, sur ces questions, on va peut-être revenir parce qu'on n'en aura plus le temps pour aller plus loin. Marcel Zoumenou, la question, c'est de savoir comment on s'y prend pour aller à ces élections générales sans pour autant créer d'autres situations intenables pour le pays. Vous avez apporté les contributions que vous pouvez apporter. Les politiques passeront sur ce plateau pour continuer ce que vous avez commencé. Ce n'est qu'une petite parenthèse. Je vais vous laisser partir, mais ça va être avec la conclusion de chacun d'entre vous. Je commence par Marcel. 15 secondes, le temps est déjà parti. Non, je souhaite, et nous tous, nous sommes d'accord que notre pays est en train de traverser des périodes qui ne sont pas très bonnes sur le plan politique et qu'il faut que les acteurs politiques discutent. Mais pour moi, ce qui a été organisé ces derniers jours aussi, ils m'ont laissé sur ma faim. C'est pourquoi moi, je souhaite, et moi je dis toujours que tout est dans la main du chef d'État. Je souhaite que le chef d'État tienne compte des problèmes actuels du pays et qu'il écoute tout le monde, même ceux qui se disent de l'opposition. C'est ce que je voulais dire. Merci pour que beaucoup. La paix revienne dans la maison. Merci à vous, Félicien Fayon. Ouais, pour ce que je sais, il faut dire un avant de dire deux. Essayons d'abord de mettre en œuvre les conclusions du dialogue qu'il y a eu la semaine dernière pour voir la suite. Parce que, comme on le dit souvent, il n'y a pas plus con que celui qui refuse de tenter quelque chose. Tentons de les mettre en œuvre pour voir. Mais si on refuse, on les remet en cause. Merci à vous, Félicien Fayon. Il n'y a pas plus con que celui qui refuse de s'essayer, dit-il. Merci également à vous, Marcel Zoumenou, chers téléspectateurs. On va s'en arrêter là. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une petite parenthèse. D'autres événements suivront dans la même logique. Les politiques eux-mêmes, nous allons pouvoir les écouter. Les politistes aussi, nos universitaires, pour comprendre et avoir leur regard sur cette nouvelle page qui s'ouvre petitement. Cette citation de Napoléon Bonaparte pour vous fausser définitivement compagnie face aux vicissitudes, dit-il. On ne peut pas faire semblant d'être courageux, mais se doit plutôt de l'être. Bonne méditation chez vous. À très bientôt.